on a besoin de nos jours de quelque chose qui aille plus loin que ces réactions. Et de ce point de vue-là, je pense que nous sommes en nécessité de refonder une pensée européenne, un peu comme Delors l'avait fait à l'époque. Oui et non. Il se trouve que, gamin, j'allais souvent en Angleterre et que la première personne très pro-européenne que j'ai rencontrée dans mon enfance était une Anglaise, ce qui peut paraître un peu paradoxal. C'était une militante de la cause européenne en Grande-Bretagne. Enfin, j'avais 10 ans, 12 ans, 13 ans. Et puis après, je n'ai retrouvé l'Europe que professionnellement, quand j'ai travaillé avec Delors à son cabinet. Je venais de la direction du Trésor, où l'Europe ne comptait pas beaucoup. Delors était quelqu'un qui, déjà ministre des Finances en 80, 82 et 83, s'occupait pas mal d'Europe. Après, j'ai été transféré comme directeur adjoint du cabinet du Premier ministre, et là, j'ai couvert les questions européennes, parce que ça faisait partie du portefeuille du numéro 2 du cabinet du Premier ministre. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que j'ai vraiment pénétré la chose européenne. Il y a le grand marché, il y a la politique régionale et les fonds structurels pour équilibrer l'impact de l'ouverture des marchés et de la concurrence en renforçant les capacités d'un certain nombre de pays qui avaient plus de mal que d'autres à affronter l'augmentation de la concurrence que comportait la réalisation du grand marché. Il y a un certain nombre de réalisations sociales. Il y a évidemment l'euro, qui a été totalement préparé par les 10 ans de Delors, et ceci dès le début d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pense de temps en temps. Il y a Erasmus, et puis il y a au fond derrière tout ça une relance de la construction européenne, qui avait un peu vivoté dans les années 80, et que Delors a profondément transformé. D'ailleurs, on a très bien vu ça à l'occasion des hommages qui ont accompagné sa disparition. Ce que Delors a fait, c'est qu'il a apporté la technique qu'il fallait pour monter ce dispositif très compliqué techniquement qui consistait à fusionner des monnaies nationales. Et ça, fallait un très bon économiste, quelqu'un qui maîtrise énormément toute cette expertise monétaire qui est très complexe. Et par ailleurs, il a donné l'impulsion politique. Il a souhaité qu'on en vienne à cette monnaie unique. Il a expliqué pourquoi. Il a convaincu les chefs d'État et de gouvernement que c'était la suite logique du grand marché, parce qu'à partir du moment où vous avez un seul marché en Europe, avoir des monnaies différentes qui s'apprécient ou se déprécient les unes par rapport aux autres, ça devient très compliqué de gérer un grand marché sans avoir un prix unique, en quelque sorte. Donc c'était ça la raison principale qu'il a fait valoir. Et par ailleurs, il a fallu convaincre les plus réticents, c'est-à-dire les gouverneurs des banques centrales. Et c'est la raison pour laquelle, avec Kohl, il s'est mis d'accord pour faire accepter par un Conseil européen présidé par Kohl que Delors présiderait un comité des gouverneurs des banques centrales qui étaient en quelque sorte les verrous. Et donc il a mis les verrous autour de la table et il s'est pelé les verrous pendant un certain nombre de séances. Ça a duré pratiquement un an, jusqu'à produire le rapport que les gouverneurs des banques centrales avaient accepté et qui a été en fait le mode d'emploi de l'euro. Donc, pour faire bref, c'est un mélange d'intuition, de volonté, de capacité politique à convaincre, à expliquer, et puis d'être capable de tenir la route en présidant un comité constitué de gouverneurs des banques centrales qui, c'est pas des brels, hein, ce sont des gens qui sont arrivés là parce qu'ils ont une très très forte connaissance technique. De la politique et de la technique, c'est les deux phases de Delors, et puis une capacité de médiation, d'écoute, d'articulation, de pédagogie. Donc c'est ce mix très compliqué qui a fait ce succès. Qu'il y ait eu un âge d'or
du temps de Delors, il n'y a pas de doute, le monde était un monde en bien meilleur état que ça n'est le cas aujourd'hui, des années et des années après. Donc, cette période est le produit de circonstances favorables et d'un homme qui a su y apporter sa propre vision et qui a exploité en quelque sorte ces circonstances favorables. Donc, pas de doute que les succès de l'époque de l'or viennent aussi d'un monde qui était différent de celui d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on va vers un nouvel âge d'or de la construction européenne ? Je fais partie de ceux qui le souhaitent, parce que je pense fondamentalement que dans le monde de demain, qui est beaucoup plus difficile que le monde d'hier, pour des raisons qui tiennent aux rivalités géopolitiques entre la Chine et les États-Unis, qui tiennent à l'émergence de puissances dont beaucoup ne sont pas des puissances démocratiques, qui tiennent à la résurgence de la guerre en Europe avec l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Ce monde-là est un monde, de mon point de vue, qui a davantage besoin d'Europe, mais dans lequel la construction européenne sera plus difficile. Les circonstances sont moins favorables, l'Europe est beaucoup plus grande, elle est beaucoup plus diverse, elle a plutôt bien réagi aux crises qui l'ont frappée depuis, disons, les années 2010, la crise financière, la crise des migrants d'un certain point de vue, le Covid, et jusqu'à présent, la guerre en Ukraine, mais ce sont des moments dans lesquels l'Europe a réagi. Elle a réagi plutôt que agi. On a besoin de nos jours de quelque chose qui aille plus loin que ces réactions. Et de ce point de vue-là, je pense que nous sommes en nécessité de refonder une pensée européenne, un peu comme Delors l'avait fait à l'époque, avec une certaine vision et beaucoup plus de capacité d'explication que ce que nous voulons faire. Un directeur de cabinet, c'est quelqu'un qui a la confiance de son chef et qui dit la pensée de son chef. Donc, c'est une espèce de double. Dans la mesure, et c'est là que ça se complique, dans la mesure où il ou elle peut exprimer la position de son chef sans forcément en avoir à référer à son chef. Et le secret du métier de directeur de cabinet, c'est évidemment d'être capable de diriger des équipes, parce que ces grands personnages sont servis par des équipes qui les assistent de près, en plus des administrations ou des appareils ou des organisations aux destinées desquelles ils président. Et donc, c'est le secret du métier, c'est d'être toujours sûr que quand on dit, dans mon cas, Delors pense que ou souhaite que, c'était bien le cas. Alors, par ailleurs, il y a aussi tout un travail d'assistance qui consiste, par exemple, à s'assurer que ce que le boss a dit qu'on devait faire est effectivement fait. Et là, c'est là qu'on embraye sur une autre partie de la fonction, qui consiste à faire le lien entre le chef et l'ensemble des appareils qui doivent répondre aux impulsions, aux directives, aux ordres, en quelque sorte, que donne le chef. Et chacun sait qu'un chef qui donne des ordres qui ne sont pas suivis, c'est pas un chef. Delors à Bruxelles, c'est une pensée, une méthode et un style. La pensée, c'est un produit de ménage, et il en avait beaucoup, et elle travaillait tout le temps. La méthode, c'est comment on passe de la pensée à l'action. Et ça, c'est de la planification, c'est de l'écoute, c'est du dialogue, c'est de la détermination, c'est de la vision. Et là, il y a tout ce côté pont entre voilà ce que je voudrais faire et voilà comment je vais finir par le faire. Et puis, il y a aussi une question de style. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui entraînent plus ou moins l'adhésion, ne serait-ce que parce qu'ils sont capables de persuader, soit ils ont du charisme, soit ils savent procéder aux concertations, aux discussions, aux palabres, qui font qu'à la fin du fin, un public se dit « oui, effectivement, ce gars-là a raison et c'est là qu'il faut aller ». Et puis, dans le cadre de Delors, il y avait une formidable capacité pédagogique. Delors donnait toujours des explications claires.
À l'époque, on disait on comprend ce que c'est que l'Europe, on comprend ce que dit Delors. Ça venait du fait que Delors n'avait pas, contrairement à beaucoup de ses collègues, n'avait pas fait d'études supérieures, mais il avait été syndicaliste pendant longtemps, et avec ses camarades syndicaux, il leur avait appris l'économie. Et pour apprendre l'économie à ses camarades syndicaux, il fallait qu'il l'apprenne lui-même. On ne tombe pas amoureux de grand marché, ça veut dire, dans un espace politique, il y a de l'émotion. Il y a du rêve, il y a du cauchemar, il y a de l'appartenance, il y a de la passion. Ça, les marchés, c'est rationnel. 2 plus 2, ça fait 4 partout. Et donc, c'est le côté passionnel, le côté émotionnel, tout ce qui touche à l'imaginaire, qui, aujourd'hui, est encore en manque dans la construction européenne. Et je l'ai souvent dit, on parle de déficit démocratique. Il faut travailler sur ce qui unit les Européens dans leur narratif, dans leurs chansons, dans leurs projections, dans leurs rêves, dans leurs cauchemars. Et là, il y a un travail d'ordre culturel qui prendra inévitablement beaucoup de temps, qu'on ne peut pas provoquer juste avec des décisions de Conseil des ministres, ou des plans politiques aussi bons soient-ils. C'est le résultat, très souvent, de décennies et parfois de siècles d'une histoire commune. Et c'est cette histoire commune qu'il faut petit à petit présenter aux Européens pour en quelque sorte activer ce sens d'appartenance. Je crois qu'il est largement disponible, notamment dans un monde où c'est pas très compliqué de se dire que si l'Europe ne perdure pas, on sera plutôt américain ou plutôt chinois dans 50 ans ou dans 100 ans, ce qui n'est pas la volonté des peuples européens.